Hello everyone, welcome back to Sunday Night Live. I hope you had a nice weekend. Today my guest is Raphaëlle Baquet. She's grand reporter at Le Monde and she wrote a book, Kaiser Karl, in 2019 that was adapted in a series called Becoming Karl Lagerfeld. And the series just came out, so it's an honor to have Raphaëlle as a guest today, and we'll do it in French. So I'm going to switch to French. Welcome. Bonsoir Laurence. Hello everyone. Bonsoir Raphaëlle. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. J'ai un peu cafouillé. Mais tout va bien maintenant. C'est toujours comme ça le premier Instagram live. Mais bon, on a réussi. Et c'est vrai que vous êtes plutôt habitués au plateau télé avec des super productions qu'à l'Instagram live de Sunday Night Live. Mais je suis ravie de l'inaugurer avec vous. Et ben moi aussi. Et vous aurez après l'épisode ce merveilleux mug avec le logo. Bon, alors ça m'enchante encore plus. Ben voilà. Alors Raphaëlle, je disais, vous avez écrit ce livre en 2019, Kaiser Karl, qui a été adapté en série, et la série vient de sortir. Alors, j'ai regardé la série hier, je l'ai binge-watché, comme on dit, et j'ai adoré. Ouais. Alors, je voulais savoir, à partir de quelle étape vous vous êtes impliqué dans la série, en fait? À quel moment vous vous êtes impliqué dans la série? Au tout début, à vrai dire, lorsque Gaumont d'abord, puis Disney ont voulu adapter à partir de mon livre cette série, en faire une série sur Lagerfeld. Donc, avec Isor Pisani-Ferry, qui est la scénariste en chef, la showrunneuse, comme on dit, on a d'abord réfléchi à quelle période nous allions regarder de plus près, quel Karl Lagerfeld nous allions raconter d'abord. Oui. Et donc, c'est en ça qu'on a d'abord réfléchi avec Jennifer Have, c'est ça qu'on appelle la création de la série. On s'est arrêté assez vite, à vrai dire, sur ces années 70 qui sont passionnantes parce que c'est le moment où à la fois Paris est le centre du monde dans la mode, où Karl Lagerfeld n'est pas encore l'espèce d'effigie déguisée qu'on a connue ensuite, qui ressemble presque à une publicité. Il a fait de lui une espèce de modèle marketing et de communication. C'est avant cela. C'est le moment où il est pas encore chez Chanel. Et c'est le moment où justement il ment beaucoup sur son passé et il va construire ce qu'il deviendra. Et donc j'ai travaillé là-dessus, sur le déroulé de la série, ce qu'on appelle les arches narratives. Et ensuite, c'est Isor Pisani-Ferry avec une équipe de scénaristes qui ont vraiment dialogué les épisodes et qui sont magnifiquement dialogués d'ailleurs. Oui. Et quand vous avez écrit le livre, vous êtes dit à un moment, ça peut être adapté en série? J'ai toujours su que Lagerfeld était un personnage très romanesque. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'avait intéressée. Donc, je savais que c'était un bon personnage. Comme j'emploie exprès ce mot qui relève plus du théâtre ou du cinéma ou des séries. Parce que justement, il a tout. Il a traversé le siècle. C'est un personnage assez complexe, en fait. Une personnalité cachée, pleine de secrets. Et donc, je savais déjà que c'était un merveilleux sujet pour construire presque une fiction, mais une fiction vraie, donc une fiction réelle. Donc ça, je le savais déjà. Et quand j'en ai fait une série pour Le Monde et une série et après un livre, je le savais. Et ensuite, je n'ai pas été étonnée que ça intéresse plus des producteurs. Et c'est vrai qu'en série télévisée, c'est particulièrement bien indiqué. Oui. Alors on a une question d'Edouard. Qu'est-ce qui fait de Karl Lagerfeld un personnage qui parle à plusieurs générations? Parce qu'il y a quelque chose d'universel chez lui. D'abord, sa volonté de réussite. Il ne ressemble à personne. Et en même temps, à cause de cela, il est universel. C'est un homme qui, évidemment, est né en 1933 en Allemagne. Donc, c'est l'avènement du nazisme. C'est un fils d'industriel et son père a fourni la Wehrmacht. Il doit cacher ce passé, en fait, et cette origine.
et il va vouloir absolument réussir à Paris dans la mode. Or, il n'a pas vraiment le génie des autres. Il n'a pas le génie de Saint-Laurent. Ce qui le distingue, c'est plutôt son sens formidable des tendances, du marketing, de ce qui va devenir l'industrie de la mode. Et il veut à tout prix réussir et il va à la fois souffrir d'être supplanté par d'autres grands couturiers et en même temps s'adapter à son époque. Et en cela, il est très universel. Et puis, son histoire d'amour, évidemment, l'est. Euh, alors, là encore, il ne ressemble à personne d'autre, puisque c'est un homme qui vit avec sa mère, qui a une sexualité très, très, très réduite, et qui tombe amoureux d'un jeune homme, Jacques de Bachère, qui lui est au contraire un dandy qui couche avec tout le monde dans cette période de libération Oui, sexuelle. c'est ce que vous disiez dans les années 70, Oui. habiter avec sa mère, c'est pas commun. Ah bah, c'est même exceptionnel, surtout dans ce Mm. milieu-là, hein, le milieu de la mode et le milieu où justement, au contraire de la libération sexuelle, de la visibilité plus grande des homosexuels. Oui. Or, lui, il vit avec sa mère allemande dans son appartement, il est assez sage, il rentre tôt le soir. Donc vraiment, il ne ressemble à personne et pourtant, sa vulnérabilité, son intelligence aussi, elle nous Mhm. parle en fait à travers les époques et de génération en génération. Je pense qu'il peut parler à tout le monde. Oui. Donc vous disiez, vous avez travaillé sur les arcs narratifs de la série. Comment on fait quand on est journaliste pour apprendre ça? Est-ce que moi j'ai l'impression que c'est une montagne et que c'est très difficile de faire ça. Alors je sais que vous étiez avec des professionnels. Oui, Oui. c'était d'abord avec des scénaristes aguerris, bien sûr. Mhm. J'ai fait une formation à la FEMIS pendant 1 an. Donc, Ah, formation d'accord. professionnelle, hein, c'est possible à la FEMIS. Et donc, ça m'a beaucoup appris d'ailleurs et aidé. Et donc, après, la structure des séries, euh, c'est pas très différent de la structure d'un livre ou d'un article. Ce qui est très différent, c'est plutôt l'écriture dialoguée. Mhm. Ça, c'est vrai. Mais le principe de construire une structure, je trouve pas que ce soit extraordinairement différent de quand on conçoit des longs articles ou un livre. Ah oui? Il s'agit toujours de savoir quels sont les personnages principaux, l'angle sur lequel on va s'attacher à eux, quel est l'aspect psychologique qu'on va vouloir faire ressortir, quelle est leur évolution dans le temps. Et Mhm. donc tout ça, au fond, ça s'appelle raconter une histoire. Oui. En fait, j'avais acheté ce livre de Robert McKee. Je ne sais pas si Oui. vous connaissez Story. Mais alors, c'était tellement technique que il m'est tombé des mains. Non, mais c'est vrai, il y a une technique. Mais en fait, bon, apprendre à raconter une histoire, ça s'apprend. Enfin, il y a des gens qui ont un don pour ça, mais ça Oui. s'apprend quand même. Après, les supports diffèrent. Mais entre un livre, une série et le cinéma, par exemple, évidemment, les supports Mhm. diffèrent. Hein. Je ne vais pas nier ça. Et, et toute l'équipe qui était très aguerrie aux séries, il était beaucoup plus que moi. Mais Oui. savoir raconter une histoire, en revanche, je pense que c'est assez universel. À quel moment de votre carrière vous avez fait cette formation à la FEMIS? C'était pour ça Oui, spécifiquement? Ou vous avez... Ah oui, juste avant, je l'ai fait en 2021. d'accord. C'était une bonne manière d'occuper le Covid. En même temps, vous, vous étiez assez occupé pendant cette période-là. Et la réception de la série est incroyable. Les critiques sont dithyrambiques. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est le choix des acteurs? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Oui, je pense que là, il y a une espèce de combinaison et d'harmonie, à vrai dire, à la fois dans bon, le choix qu'on a fait effectivement de cette partie-là de l'histoire, à partir d'un personnage que les gens connaissent mondialement, enfin tout le monde connaît sa figure, tout le monde connaît son nom, Mhm. mais personne ne sait ce qu'il est profondément. Et donc je pense que ça, c'est aussi l'intérêt de la série. Je pense que les acteurs sont formidables. Et la réalisation l'est aussi pour beaucoup. Hein. Jérôme Salle et Audrey Estorneau ont fait vraiment une réalisation formidable. Les acteurs sont superbes. Alors, avant Oui. Est-ce Daniel, que vous avez été impliqué dans le casting? que pour Daniel Brühl, à vrai dire, enfin, c'est pas tellement impliqué, c'est que nous avons pensé à lui tout de Ah suite. Je me oui. souviens
très bien avec Isor Pisani-Ferry. On a immédiatement pensé à lui. D'abord, on avait évidemment beaucoup aimé Goodbye Lénine, le premier film qui l'a rendu célèbre. Et on cherchait un Allemand. Il était pour moi très clair, et d'ailleurs je sais gré à Gaumont et à Disney d'avoir accepté ça d'emblée, que on ne pouvait pas faire jouer Lagerfeld par un Américain, par Non. exemple. Il fallait que ce soit justement un Allemand qui ne contrefasse pas l'accent allemand, qui l'est. Et Daniel Brühl ressemble en ce sens à Lagerfeld. Il est à la fois allemand et en même temps polyglotte, cultivé comme l'était Lagerfeld. Et donc il retrace très très bien cet esprit européen en fait qui est celui de Lagerfeld. Et Mm. ensuite les autres acteurs ont été choisis par la production et je dois dire avec beaucoup de finesse parce que je les trouve tous très bien. Moi qui ai connu certains des personnages en vrai, enfin Oui. Pierre Berger, je trouve que Alex Lutz en fait vraiment en une fraction de seconde, il campe très bien à la fois la brutalité, la dureté, le cynisme et aussi la culture et la douleur de Pierre Berger. Mm. Saint-Laurent aussi, c'était difficile pour Arnaud Valois de passer après plusieurs Saint-Laurent qui ont été incarnés à l'écran. Et je trouve que vraiment, il lui donne cette fragilité, cet aspect névrotique qui est le Saint-Laurent que nous avons représenté. Et quant à Jacques de Bachère, évidemment, Théodore Pellerin est Ah oui, formidable. extraordinaire. Je le connaissais pas. Il est vraiment super. Ah oui, vraiment, a, il a à la fois la séduction, un léger élément pervers et, et en même temps une espèce de fraîcheur. Il est touchant aussi dans son amour un peu vain pour Lagerfeld. Est-ce que vous étiez sur le tournage? J'y suis allée plusieurs fois, bien sûr, mais bon, c'était pas ma partie, Non. hein. Là, c'est la partie de la réalisation. Mais j'ai été tout à fait émerveillée, évidemment, par la façon de diriger les acteurs, notamment de Jérôme Salle. Ça m'a beaucoup parlé. Les décors et les costumes, hein, qui sont Oui. vraiment superbes. Alors je me demandais, je crois que Chloé a été impliquée d'une manière ou d'une autre dans la série. Est-ce que c'est exact? Pas Pas vraiment impliqués, vraiment. ont ouvert leurs archives. Donc, c'est D'accord. important pour la costumière, hein, vraiment. Et là, ils ont aimablement ouvert leurs archives que déjà, j'étais déjà allée voir quand j'écrivais le livre et la série pour Le Monde. Et donc, évidemment, c'était formidable de voir ces merveilles, à vrai dire. C'est vrai que ces robes si fluides, si légères, et en fait, qui ne sont pas du tout Oui. démodées. C'est à la fois très 70s et en même temps, on a envie de les porter aujourd'hui. Oui, et c'est vrai que c'est très positif pour Chloé cette série parce que ça montre que Chloé a su repérer le génie avant tout le monde. Oui, c'est vrai. L'histoire de Chloé est intéressante d'ailleurs parce que c'est une des rares femmes d'affaires de l'époque, hein. Et d'ailleurs, bon, elle a perdu assez vite le capital de sa maison, mais elle est une personnalité tout à fait particulière. Et je me souviens vraiment en enquêtant, j'ai pu beaucoup discuter d'elle parce hélas, elle était décédée hein, quand j'ai commencé Mhm. à Lagerfeld, mais avec son fils Philippe Aguillon, qui est un grand économiste. Ah Et oui? donc, c'est intéressant de pouvoir reconstituer cette femme aussi, ce qu'elle est, et elle est très bien interprétée par Agnès Jaoui, je trouve. Oui, encore, voilà, on n'avait pas mentionné Agnès Jaoui, mais encore une actrice formidable dans la série. Ouais. Et alors, est-ce qu'on peut parler du timing de la sortie de la série à un moment où cette semaine, la série est sortie vendredi et c'était mercredi, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi, que Chanel a dit que sa directrice artistique Virginie Viard partait. Alors, Virginie Viard était la successeuse de Karl Lagerfeld et son bras droit pendant 30 ans. Alors, bon, j'imagine c'est une Oui, coïncidence. c'est une coïncidence, Oui. absolument. D'abord, nous n'étions pas du tout au courant, et j'ai même d'ailleurs vu le directeur financier de Chanel pour une autre enquête que je fais juste la veille du départ de Virginie Viard, de son annonce, et vraiment, il n'a rien laissé transparaître. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est d'ailleurs, mais en tout cas, oui, c'est une surprise. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur vos débuts en journalisme? J'ai vu un article sur vos 20 ans et le fait, vous disiez que vous aviez toujours voulu être journaliste dès l'âge de 10 ans. Oui, c'est vrai.
j'ai toujours voulu être journaliste. C'est vraiment une vocation. Alors, si je faisais un peu de psychanalyse, je pourrais dire, je trouverais assez aisément comment cette vocation m'est venue, qui est que ma mère aurait voulu être journaliste. Elle ne l'a pas été, mais elle était de cette génération, la génération Françoise Giroud, en fait. Hein, donc, elle nous lisait à table les articles de Françoise Giroud et évidemment, elle aurait vraiment aimé être journaliste elle-même et d'une certaine façon, j'ai accompli son rêve. Donc oui, mais j'ai toujours voulu être journaliste. Et paraît-il, j'ai toujours dit que je serais journaliste au monde. Donc voilà. Ouais. Donc j'ai accompli ce que je voulais, oui. Cela dit, moi aussi, dès l'âge de 7 ans, je disais que je voulais être journaliste. Ah bah voilà. Enfin, je voulais être astronaute et après j'étais myope et on m'a dit que c'était pas possible d'être astronaute en étant myope et donc j'ai changé Bon, vous mon êtes fusil. très bien. Et après, comment est-ce que vous êtes arrivé au monde, Alain? Bah après, j'y suis arrivée en quelques années, en une dizaine d'années en fait. J'ai commencé à l'AFP, puis j'ai été reporter à France Soir à l'époque, qui était encore un grand journal, au Parisien. Et voilà, j'ai fait la création de Marianne juste quelques mois avec Jean-François Kahn. Et en fait, j'ai écrit au Monde à cette époque et j'ai été embauchée. J'avais déjà écrit un livre qui avait eu beaucoup de succès. Je pense que ça m'avait permis d'être remarquée. C'était Et c'est comme ça que lequel? j'avais écrit un livre sur l'élection présidentielle, sur la victoire de Jacques Chirac en 95. Donc voilà. D'accord, Mais c'était un livre avec pas mal de révélations et donc il avait été assez remarqué. d'accord. Mais d'ailleurs, je me disais, je ne sais pas si vous couvrez les élections européennes ce soir, si je dois vous Non, libérer à 20h je la pile. regarde, évidemment, je la regarde avec beaucoup d'attention. Je suis en lien avec le journal et je vois tout ce qui se passe et évidemment les premières estimations et voilà. Oui, c'est Je peux un pas en- dimanche chargé entre Roland-Garros et les élections. Merci d'avoir trouvé un petit moment pour, pour Sunday plus Night Live. élection que Roland Oui, Garros, je dois oui, dire. pour vous. Et alors, bon, alors je sais qu'on ne dit pas, mais quelles sont vos prochaines enquêtes, vos prochains sujets? Vous avez des séries d'été formidables. La série sur les successions nous a tous emballés. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Alors justement, bah, à vrai dire, la série sur les successions a eu tellement Oui. de succès que, à la demande générale, si je puis dire, on en refait une série de 6 épisodes pour cet été, Ah, lesquels il y a les Wertheimer, justement les propriétaires de Chanel depuis si longtemps, depuis les années 30. Et donc c'est aussi pour ça que j'étais avec le directeur financier de Chanel. Et je dois dire que c'est vrai que là aussi, évidemment, c'est à la fois un sujet universel parce que chacun d'entre nous a une famille avec ses jalousies, ses rancœurs, ses disputes. Et en même temps, bien sûr, dans ces grandes familles d'industriels, et c'est passionnant à raconter. oui. Ça peut mener à la catastrophe ou au contraire créer des empires. Donc, c'est vrai que ça me passionne. Et donc, on en refait avec Vanessa Schneider une nouvelle série et je pense que ça sera très palpitant, on va dire. Donc, à partir de quand vous commencez à travailler sur ces séries d'été? Parce que c'est vrai que c'est un travail titanesque d'enquête de... On a déjà commencé il y a 2 mois Ok, et là, on est dans la phase d'écriture et ça ne nous empêche pas évidemment de continuer à avoir des rendez-vous. Mais enfin, bon, on a quand même terminé le gros de l'enquête pour 6 familles, d'accord, 6 grandes familles et donc ça paraîtra la semaine du 15 juillet, une famille par jour. d'accord. Et pas mal. Est-ce que vous pouvez dire qui sont les autres familles Ah oui, ou... bien sûr. Donc il y a les Wertheimer, Oui, les Dassault, pas mal du tout. Les Ricard, oui. on a essayé de panacher dans des domaines différents. Les Rothschild, la famille David, Alexandre et leur cousin Eric. Les Leclerc, les Saadé, cette nouvelle famille Mhm. puissante de Marseille, les transporteurs maritimes. Et voilà, je crois que je n'en ai pas oublié. Super. Comment est-ce que vous décidez de vos... Bon, alors là, les familles, j'imagine que c'est les successions, les histoires de succession les plus Oui, intéressantes. Mais c'est vrai que vous disiez, par exemple, Karl Lagerfeld, c'est aussi parce que c'est un homme de pouvoir, c'était un homme de pouvoir et c'est ça qui vous intéressait. oui, à vrai dire, c'est vrai que je reconstitue ça maintenant, mais
quand je regarde tout ce que j'ai vraiment, ce qui m'a le plus passionné et ce sur quoi j'ai fait des livres, c'est souvent des hommes de pouvoir. Enfin, même pratiquement exclusivement. C'est vrai que le pouvoir, c'est une espèce de précipité des passions humaines. Hein. Évidemment, ça fait dévier certaines personnalités. Ça peut vous obliger à vous transformer pour le meilleur comme pour le pire. Donc, je trouve que c'est toujours intéressant. Le pouvoir, quel qu'il soit, pas forcément la politique ou l'économie. Ça peut être aussi, là, j'avais fait une grosse enquête sur Gérard Depardieu. C'est le pouvoir dans le cinéma, hein, évidemment, un pouvoir très important qu'il a amené à la fois à incarner de façon géniale des grands rôles et aussi des dérives tout à fait scandaleuses dont on voit aujourd'hui les effets et qui lui valent d'être mis en examen. Donc, c'est intéressant parce que justement, une même personnalité peut être capable d'être à la fois géniale et monstrueuse. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il faut raconter la complexité des hommes et des femmes. Et quand on est journaliste, c'est un peu notre rôle. Donc, c'est ça qui est ma ligne directrice, si je puis dire. Et Karl Lagerfeld, vous aviez parlé de la complexité dans le livre. Et je me souviens que vous me disiez que c'était compliqué d'en parler, justement. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai été très frappée quand j'ai commencé à enquêter sur lui. À vrai dire, il est mort entre-temps. Donc, j'ai commencé mon enquête et j'ai publié d'abord la première série pour le journal. Il était vivant. Et beaucoup de témoins m'avaient parlé incognito, ça avait été assez difficile. Et il est mort, et j'ai vu ce que c'était justement ce que provoquait la mort d'un homme de pouvoir. C'est-à-dire que tout d'un coup, les langues se sont déliées. Et j'ai eu une deuxième vague de témoignages passionnantes, d'ailleurs, qui ont complété ce que j'avais déjà engrangé sur lui et qui ont apporté encore plus de subtilité à ce personnage que j'ai trouvé vraiment passionnant sans être une spécialiste de la mode. Mais ce n'est pas un sujet sur la mode, hein. C'est un sujet, encore une fois, sur un homme tout à fait exceptionnel, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai que vous devenez un peu, malgré vous, spécialiste de la mode avec ces, avec ces sujets. Enfin, c'est lui qui l'était. Mais Oui, en tout cas, oui, à travers lui, je pense qu'on voit plus que la mode. On voit bien sûr. l'évolution de la société. Oui. Et alors, d'autres livres, d'autres films, puisque maintenant vous avez cette corde à votre arc narratif. Bah après, on verra. C'est déjà pas mal, mais je pense qu'évidemment, il y a 1000 sujets hein, qui peuvent être adaptés en série, au cinéma, en livre. Donc les successions, évidemment, hein, les Oui. Américains sont passés avant nous, mais je pense que c'est un sujet éternel que les grandes familles. Donc bien sûr que Est-ce que ça va être adapté, les successions? bah, ça pourrait l'être en tout Oui, cas, oui. ça pourrait l'être, c'est sûr. Oui, on a des propositions, on verra comment ça se passe. Bon, eh bien, formidable. Bah, merci beaucoup, Bah, Raphaël. merci beaucoup. Et puis, J'étais ravie. on recommande à tout le monde cette série. Alors, je sais que les acteurs, j'ai regardé des interviews des acteurs. À chaque fois, on leur demande est-ce qu'il y aura d'autres saisons? Et à chaque fois, ils répondent pas vraiment. Bah parce que, à vrai dire, on est un peu en suspens. Ça dépend du succès de celle-ci. Donc, Oui, si la première saison est un succès, oui, il y aura une deuxième saison et on a déjà des idées dessus. Mais évidemment, vous savez comment est l'économie des séries et des plateformes. Puis il faut que le public est accroché. Donc j'espère que ça sera le cas. Et pour l'instant, les premiers retours sont très bons. Mais voilà, on attend un peu de savoir si les débuts de ce Lagerfeld un peu en gestation ont accroché les spectateurs. oui. Donc, ça pourra plus être Becoming Karl Lagerfeld parce que là, il l'est devenu à la fin de la saison. Pas devenu et ça sera autre chose. Oui. Enfin, Et sa mère, en même temps, il manque on n'a pas encore abordé le problème de l'enfance, on l'a abordé par allusion, mais oui, ça fait partie évidemment de tout ce qui explique ce qu'a été Lagerfeld. Et puis les années 80, hein, qui sont aussi à la fois son ascension et son arrivée chez Chanel, mais c'est aussi la mort de Jacques de Bachère, son amour. oui. Donc, il n'est pas encore tout à fait Karl Lagerfeld. Il est Pas encore en devenir. cette espèce d'homme de pouvoir qui va régner sur la mode et sur l'industrie du luxe. Oui.
Mais il y a une scène qui m'a marquée avec sa mère quand il lui dit, sa mère est très malade et il lui dit, je suis triste, il n'y a qu'avec toi que je suis moi-même, ou il dit quelque chose comme ça. Et elle dit, mais ça sert à quoi d'être soi-même? Donc en fait, elle lui donne carte blanche pour créer son personnage. Oui, c'est elle-même d'ailleurs qui l'a poussé à ce travestissement constant, à la fois de son esprit et même de son physique. Hein. Vous Mhm, vous souvenez évidemment, on a tous en souvenir ce catogan, cette tenue noire et blanche. C'est entièrement construit chez lui et il a construit sa légende d'ailleurs. J'étais très stupéfaite en enquêtant sur lui de voir à quel point il avait menti pratiquement sur tout. Donc c'est rare. Hein. Aujourd'hui, ça serait peut-être d'ailleurs plus difficile, mais c'est intéressant de voir quelqu'un qui s'est entièrement construit. À vrai dire, il est son plus grand chef-d'œuvre lui-même. mhm. Oui, c'est vrai, comme vous disiez, il disait qu'il était baron suédois, danois. Mhm. Il a menti sur son âge, sur son origine, sur ce qu'il était. La seule chose qu'il ait livré de lui-même, c'est son esprit. C'est un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui était très cultivé dans un monde qui ne l'est pas toujours. Et là, il l'a dominé à cause de ça, à cause de cette intelligence et de cette culture. Oui. Et alors, parenthèse, et après je vous libère pour regarder les résultats des élections. Euh, les scènes avec Pierre Berger, c'est aussi très intéressant à la chambre syndicale. Et là, je parlais avec la fédération qui me disait que c'est les 50 ans du prêt-à-porter, donc on fête exactement les 50 ans. Et c'est vraiment super de voir leurs échanges et les tensions. Ah oui, là, il y a eu vraiment une lutte de pouvoir et une lutte même sociologique, parce que c'est vrai que la haute couture, c'est la beauté, l'artisanat, une espèce de domination aussi pour de riches clientes. Et le prêt-à-porter, c'est le contraire. Et leur confrontation à tous les deux résume l'arrivée de la consommation de masse aussi. Hein. Et donc, et Lagerfeld, il a compris ça avant tout le monde, mais Pierre Berger l'a rattrapé après, hein, puisque Saint-Laurent, évidemment, a fait du prêt-à-porter. Mais leur confrontation, elle raconte une confrontation sociologique, sociale et économique au sein même des pays occidentaux, en fait. Et ça, c'est très intéressant chez eux. Mm. Et l'histoire du vote était assez intéressante quand. Mm. Ah non, mais vraiment, à vrai dire, l'homme qui ressemble le plus à Lagerfeld, c'est Pierre Berger. C'est-à-dire que comme lui, il est un homme de pouvoir, comme lui, il a le sens de l'industrie, de la mode, il a le sens du marketing. Et c'est à vrai dire avec lui qu'il s'est affronté. Parce qu'avec Saint-Laurent, ils ont commencé ensemble, ils ont été amis, puis après rivaux. Mais au fond, c'est Saint-Laurent qui a gagné la bataille du génie créatif. Mhm. Ce n'est pas Lagerfeld. Et ça, c'est intéressant de voir justement, comme Lagerfeld en a souffert d'ailleurs. Oui. Bon, eh bien, merci infiniment, Raphaël. Et puis, on va vous lire dès le 15 juillet, c'est ça? Exactement. Bon, ben, on a hâte. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et à À bientôt. À bientôt, bientôt. j'espère. Bye. Au revoir.